Bonjour Bruno Coleman. Bonjour. Merci de m'accorder une grosse heure pour parler d'une des grilles de lecture qui est essentielle aujourd'hui, à savoir l'économie, la monnaie, la dette, puisqu'il se passe plein de choses. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et me raconter un petit peu ce que vous faites et votre légitimité aussi pour parler de tous ces sujets? Et voilà, j'ai 63 ans, j'ai eu une carrière essentiellement dans le domaine bancaire, d'assurance et de la bourse, puisque je dirigeais la bourse de Bruxelles et j'étais membre du comité de direction de la bourse de New York. Et à côté de ça, je suis docteur en économie appliquée et j'ai enseigné l'économie depuis 30 ans dans plusieurs universités belges et étrangères. Je suis aussi diplômé d'université américaine. Et aujourd'hui, je suis administrateur de sociétés commerciales, mais aussi d'entités caritatives. Et donc, j'ai à mon actif à peu près 90 livres de comptabilité, de finance, de conjoncture. Mais ces dernières années, je me suis surtout spécialisé dans la monnaie, avec différentes théories monétaires. Et j'ai commis chez Fayard, il y a maintenant à peu près 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, un traité sur la monnaie. Donc, la politique monétaire, l'endettement, les taux d'intérêt sont vraiment des domaines qui magnétisent toute mon attention. Ok, bon, on va pouvoir aller dans le détail en essayant aussi pas être trop technique, sachant que ça peut être un sujet qui est extrêmement complexe assez rapidement. On va commencer large. Est-ce que, pour débuter, comment vous percevez le moment qu'on vit d'un point de vue économique et géopolitique et quels sont, selon vous, aussi les signes les plus marquants de ce qu'on appelle parfois une rupture, un basculement avec le paradigme qu'on a connu jusqu'à présent? Mais d'abord, on a l'impression d'une stabilité parce que nous avons vécu dans des pays en paix pendant très longtemps. Et donc, la rupture aujourd'hui entre les États-Unis et l'Europe nous semble être un facteur majeur et c'en est un. Mais depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la plupart des pays ont évolué, ont subi des mutations absolument étonnantes. Le mur est tombé, le marxisme-léninisme s'est effondré, le maoïsme a été métamorphosé. Donc, le reste du monde a subi, je crois, plus de modifications que ce que nous en avons perçu. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'émergence, je pense, si je peux résumer les choses, d'un monde qui est multipolaire. Nous avons vécu pendant très longtemps dans le paradigme, le postulat d'un monde américano-européen, d'un monde occidental dominant. Depuis maintenant 40 ans, le modèle a changé, mais d'autres puissances ont émergé, notamment en Chine, en Asie. Et donc ce monde devient multipolaire, donc moins lisible à l'aune de la grille de lecture qu'on avait adoptée depuis longtemps. Et au-delà de ça, il y a des phénomènes belliqueux, il y a des phénomènes énergétiques, il y a toute une série d'éléments qui nous assaillent. Mais fondamentalement, c'est la multipolarité du monde qui est l'élément le plus important. Oui, qu'on a du mal à percevoir parce qu'effectivement, nous, ça reste globalement assez stable, même si on voit qu'il y a pas mal de Ouais. changements qui se profilent. Et on peut commencer par ce qui se passe d'ailleurs aux États-Unis. Donc pareil, on avait cette impression de stabilité presque éternelle. En tout cas, on se disait que ça ne pouvait pas changer aussi rapidement. Et pour comprendre ce qui s'y joue, parce que c'est un sujet aussi qu'on a pas mal abordé dans Sismic et qui est central dans cette époque. En tout cas, on va voir si c'est une cause ou un symptôme. Et vous évoquez dans vos écrits une violence interne aux États-Unis qui, dans leur culture et dans la manière de fonctionner du pays, qui par le passé était exportée. Oui. Et aujourd'hui, avec cette nouvelle approche isolationniste des dirigeants actuels, on a une violence qui semble s'internaliser. Oui. Comment est-ce que cette dynamique interne américaine là, qui est précipitée, qui se précipite devant nous, et notamment cette polarisation, cette désignation d'ennemis intérieurs, comment est-ce que tout ça, ça va impacter la stabilité économique et géopolitique mondiale, voilà, pour comprendre comme votre grille de lecture sur les Oui. États-Unis? Mais pour bien comprendre les choses, il faut se rappeler que les États-Unis, c'est un pays extrêmement jeune, qui n'a pas d'histoire de débat, à part peut-être la guerre civile en 1860. Mais c'est un pays surtout dont le modèle économique est extrêmement violent. Euh, c'est un pays d'essence protestante. C'est un pays au sein duquel l'enrichissement est une preuve d'élection divine, de reconnaissance sociale. Et donc, c'est un pays qui a en fait développé une vulnérabilité des humains à l'enrichissement. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont été fondés sur le postulat que chacun était seul face à son destin et que toute protection collective serait un frein
à l'obligation morale de se dépasser chaque jour et donc d'assurer son futur financier. C'est aussi un pays au sein duquel il n'y a pas de point de stabilité, il n'y a pas de point de tranquillité, tout se rejoue tous les jours et donc ça développe non seulement du courage et un besoin d'innovation, mais surtout une violence inhérente au mouvement que le système économique crée comme dynamique. Alors, comme le système en tant que tel est tonitruant, comme c'est une économie qui est en permanence quasiment au bord de la crise de nerfs, les Américains lancent à intervalles réguliers des guerres qui ne sont pas là pour être gagnées. D'ailleurs, la plupart des guerres américaines sont abandonnées dans la défaite ou dans la dissolution. Mais ce sont des guerres qui permettent d'aligner le peuple américain sur des valeurs régaliennes, sur la figure présidentielle, sur l'armée, qui est quand même en fait le socle, on va dire, d'unité du pays. Et ça permet de faire oublier on va dire, les malaises internes. Il y a un très bon exemple, c'était la guerre du Vietnam, qui bien sûr était motivée par des motifs, on va dire, d'opposition au communisme, mais c'est surtout une guerre qui a coïncidé avec la fin de la ségrégation et avec un malaise social, on va dire, presque génétique, inhérent aux États-Unis. Donc les Américains n'ont pas de politique étrangère, ils exportent leur politique intérieure, et c'est une façon pour eux d'expulser, d'expurger la violence interne de leur société. D'ailleurs, il y a ce fameux film et série La Purge qui montre bien une société qui est calme, mais une fois par an, on peut tuer tout le monde, et cela sans la moindre condamnation. Et ben, c'est un peu ça. Donc ce film La Purge est une très très belle révélation de ce que peuvent être les États-Unis. Alors, ce que Trump fait aujourd'hui, dans un premier temps, parce que finalement l'histoire n'est pas écrite, c'est qu'il est isolationniste, il est apparemment pacifiste, puisqu'il veut arrêter toutes les guerres dans le monde. Il n'a d'ailleurs abouti à rien du tout. Mais par contre, il réinternalise la violence sociale en désignant l'ennemi de l'intérieur. Donc, il y a la cinquième colonne, ce sont les démocrates, les gauchistes, les migrants qui violent, qui prennent le travail des Américains. Et ça résonne bien sûr avec le sentiment des Américains d'avoir perdu leur autonomie économique. Et pour bien comprendre la juxtaposition de ces deux phénomènes, ce sont les Américains qui ont été les grands bénéficiaires de la mondialisation. Ce sont eux qui ont en fait profité du reste du monde, hein, comme on le dit, c'est-à-dire de pouvoir réimporter aux États-Unis des biens produits moins chers à l'étranger, comme par exemple dans les pays de l'Est, mais surtout en Chine, avec une balance commerciale déficitaire. Et tout ça leur a été autorisé parce que le dollar est la devise dominante qu'ils ont imposée au travers de la force militaire et qui permet aux États-Unis d'être financés par le reste du monde. Donc les Américains ont profité de la mondialisation, mais aujourd'hui, le narratif a changé. La mondialisation, on va dire syncrétisée par Trump, est considérée comme étant mauvaise. Ça parle à la catégorie des ouvriers américains, manufacturiers, qui ont le sentiment, mais réel, hein, que leur travail a été pris par le reste du monde et donc il faut réindustrialiser les États-Unis. Donc cette idée d'avoir un système violent, cette idée de repousser les migrants qui sont là pour prendre le travail des Américains, mais de sortir de la mondialisation, qui en fait est une autre façon de faire souffrir le travailleur américain, tout ça, ça résonne, ça se conjugue, ça s'amplifie, et donc ça contribue à l'émergence de Trump, qui est un Deus ex machina, et qui en fait lui-même est l'aboutissement final du capitalisme américain, mais fait croire que finalement tout le monde peut devenir comme lui, et maintenant a développé une vision quasiment mystique, voire mythique de lui-même. Donc c'est une économie qui est en violence, l'ennemi est à l'intérieur, et cet ennemi évidemment intérieur crée une polarisation absolument gigantesque entre les démocrates, les républicains et puis tous les autres. Et d'ailleurs, il y a un indice qui ne trompe pas, c'est que les mariages entre républicains et démocrates est quasiment tombé à zéro, alors qu'il y a une cinquantaine d'années, ça atteignait 30%. Donc la société américaine a toujours été polarisée entre le Nord et le Sud, entre différentes communautés, mais la tension politique aujourd'hui a atteint des niveaux tout à fait insoupçonnés. Donc, c'est intéressant aussi de voir comment cette violence s'exporte. Mais si je comprends bien, donc la boussole principale, ça va vraiment être la politique interne. Et ça a des conséquences sur le reste du monde, notamment avec le contexte de guerre commerciale, initié donc par Trump, qui est un élément central et qui touche énormément de pays. Et d'ailleurs extrêmement violemment, même si on ne s'en rend pas forcément compte encore chez nous. En tout cas, il y a des pays où c'est déjà extrêmement violent. Comment est-ce que vous analysez ça? Comment est-ce que vous interprétez les motivations profondes de la guerre commerciale et
comment est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les conséquences réelles au-delà des discours officiels, en fait? Est-ce que c'est une stratégie avant tout interne? Est-ce que c'est une stratégie de puissance? Est-ce que c'est un symptôme aussi de fragilité, de doute? Non, non, c'est un tracé qui est parfaitement logique et OK. compréhensible. Et pour bien le comprendre, je vais le dire brièvement, il faut comprendre que le système américain est basé sur ce qu'on appelle l'économie de marché. Alors on a tort d'assimiler le capitalisme à l'économie de marché, ce sont deux choses différentes. Le capitalisme, quand on adopte la vulgate marxiste, c'est la propriété privée des moyens de production, c'est donc l'inverse d'une nationalisation. L'économie de marché, c'est partir de l'idée que la valeur de tout bien, de toute chose, de tout humain, de tout capital est fondée sur la loi de l'offre et la demande. Et l'économie de marché est une notion qui est dérivée elle-même de ce qu'on appelle la finance de marché, c'est-à-dire la finance boursière, qu'on appelle aussi la finance moderne, qui a été inventée il y a une soixantaine d'années, et qui part de l'idée qu'un marché boursier sécrète le cours de bourse optimal si toute une série de conditions sont remplies, à savoir que les acteurs sont libres d'agir, les acteurs agissent de manière rationnelle, s'il n'y a aucune réglementation, aucun obstacle au commerce, et que donc la mobilité des acteurs et des biens permet de manière très éphémère de fournir un prix optimal. Et donc, progressivement, cette idée de finance de marché a été transposée dans ce qu'on appelle l'économie de marché. C'est-à-dire que si on dérégule, on déréglemente une économie, qu'on la libère de différentes contraintes de différentes natures, on a en fait une production, une consommation qui est de nature optimale. Et donc, ça ramène à la main invisible d'Adam Smith. En fait, ça ramène à ce qu'on appelle les économistes classiques de la fin du XVIIIe siècle, début XIXe. Il y a eu Ricardo, il y a eu le français Jean-Baptiste Say, il y a eu Adam Smith. C'est d'ailleurs pour ça maintenant qu'on parle de néolibéralisme, donc le libéralisme d'après. Et donc, cette économie de marché doit être absolument en vibration permanente, en vulnérabilité, en intranquillité, en mouvement, sans mémoire, comme un cours de bourse, hein, qui n'a existence que lui-même et qui est bien sûr amnésique, pour pouvoir donner le meilleur d'elle-même. Et c'est ce que Reagan a introduit il y a 45 ans lorsqu'il est devenu président. Aujourd'hui, on arrive à un stade encore plus développé de ce néolibéralisme que j'appelle l'exolibéralisme, c'est-à-dire la déréglementation absolue et surtout l'idée que les États-Unis ont été contraints pendant trop longtemps par des règles mutualistes, hein, comme des organismes internationaux, Organisation mondiale de la santé, du commerce, voire FMI, voire Banque mondiale, et que les Américains, dans la logorée de Trump, c'est un peu comme Gulliver qui est contraint par toute une série de petits fils. Il faut s'en libérer et il faut faire rugir le moteur dans la liberté d'entrepreneuriat la plus totale. Donc, ce que Trump fait avec les barrières commerciales, c'est en fait de montrer que les Américains ne sont tenus par rien du tout et que tout peut à tout moment et doit être à tout moment négocié. Donc, il n'y aura jamais de point de stabilité dans la politique de Trump, quel que soit le domaine, parce que le mouvement en tant que tel fait partie de la vulnérabilité que les Américains veulent s'imposer eux-mêmes, mais surtout au reste du monde. Donc il n'y a pas de stratégie de deal comme il raconte, ou de stratégie vraiment avec une vision macro de quels devraient être les bons droits de douane. C'est vraiment pour créer de l'instabilité, pour montrer aux autres que c'est bon, le droit international n'existe pas et qu'en fait c'est la règle du plus fort. Et juste pour comprendre aussi comment tout ça a été fixé. Alors on a parlé d'équations un peu primaires, mais c'est ça, c'est simplement un outil d'un bully qui veut montrer qu'il faut venir à la table de négociation et peu importe les Oui. conséquences en fait. Mais pas qu'importe les conséquences, mais d'abord, c'est la preuve de la domination mondiale américaine, puisque quand Trump a imposé ses droits de douane, les cours de bourse ont quasiment perdu 5 à 10% partout, ce qui est la preuve que la parole d'un homme est capable d'influencer la valorisation des actifs dans le monde entier, ce qui est assez stupéfiant. Mais il va falloir s'habituer à, je disais, cet exolibéralisme qui part de l'idée que Hmm. l'intranquillité, que la variabilité, en fait, sont par essence la trame du monde économique, politique et peut-être un jour militaire. Donc voilà, c'est un monde en fait finalement qui nous heurte
Mais pourquoi est-ce qu'il nous heurte? Et la raison profonde, et je crois que c'est un prisme de lecture qui est utile pour tout le monde, c'est que nous, Européens, et ça procède d'une tradition finalement catholique, nous sommes des êtres déductifs, c'est-à-dire que nous appliquons des principes, des équations, des raisonnements connus à des situations, en tentant de trouver la bonne formule déjà connue qui s'applique à la résolution d'un problème. Les Américains, c'est le contraire. Les Américains sont inductifs, c'est-à-dire qu'ils partent de l'observation d'une réalité et ils trouvent non pas une solution définitive, mais une règle dont l'objectif est qu'elle doit être améliorée le lendemain et encore plus le jour d'après. Et donc cette opposition entre la déduction qui a dû une certaine stabilité et l'induction qui force chacun et chacune à se développer pour trouver la meilleure situation, ça c'est vraiment c'est une distinction fondamentale. Et ça explique pourquoi notre lecture des États-Unis, qui est en fait, qui émane d'un raisonnement déductif, est absolument incompréhensible, sauf pour celui qui a vécu aux États-Unis, qui a étudié là-bas, et qui a pu observer combien la vibration est inhérente au système. Et ça explique d'ailleurs pourquoi les Américains sont tellement plus innovateurs, parce que le but finalement de l'induction, c'est d'améliorer en permanence les choses. Donc il n'y a jamais de point de stabilité. Et quand on va encore plus loin, mais j'avais écrit il y a quelques années plusieurs ouvrages là-dessus, on retrouve la trame protestante. Il faut savoir que les Américains sont d'essence protestante, pas du tout luthérienne mais calviniste, essentiellement, que le baptême est toujours la religion dominante aux États-Unis et qui est plutôt d'essence elle-même aussi calviniste, et que chez les calvinistes, il y a cette fameuse notion de prédestination qui consiste à dire qu'il y a un chemin qui est tracé par Dieu pour tous les humains, et que l'important, c'est de trouver son chemin d'élection. Et une des façons de trouver son chemin d'élection, c'est s'enrichir. Mais une fois qu'on est devenu riche, on doit voir si on n'est pas vraiment au bout du chemin, donc on doit remettre son argent à risque dans de nouveaux projets pour voir comment amplifier sa surface financière. Et donc ça crée une cyclicité dans l'investissement, dans l'innovation, qui est en fait de nature inductive, mais qui relève, je pense, en partie de cette trame calviniste. Et c'est ça, en fait, qui explique la grande différence entre les deux systèmes et pourquoi nous sommes étonnés, pourquoi nous cherchons des certitudes dans un contexte finalement qui n'en a aucune. Super intéressant. Ça aussi, j'imagine la géographie, l'histoire de la conquête américaine, faite d'incertitudes, de renouvellement permanent, ça a dû renforcer tout ça. Je pense qu'on pourrait passer 2 heures là-dessus. Je voudrais qu'on parle de la Chine aussi. Pour le coup, il doit y avoir une sacrée différence aussi dans la manière d'aborder les choses. Vous pouvez en dire 2 mots, mais qui est un acteur majeur de ce nouvel échiquier, évidemment, et on pourra y passer du temps. Mais comment est-ce qu'elle réagit d'abord à cette guerre commerciale, à la pression américaine? Est-ce qu'on assiste aussi à un véritable désengagement de la dette américaine de sa part? Et puis, quelles seraient les implications à long terme de ça, en fait, pour la domination du dollar? Oui, il y a deux choses. D'abord, au niveau commercial, il y a une interdépendance très forte entre la Chine et les États-Unis, puisque les États-Unis importent de Chine ce qu'il coûte trop cher à produire chez eux. Et donc, la meilleure nouvelle, la pire nouvelle qui puisse toucher la Chine, c'est que la consommation intérieure américaine diminue. Donc, les deux pays ont intérêt à ce que le consommateur américain consomme, puisque les Chinois n'ont pas réussi à développer une croissance suffisante sur base de leur consommation intérieure. C'est, comme dans la plupart des pays qui émergent et qui ont émergé, une croissance qui est fondée sur l'exportation. Il y a une différence d'optique entre les Chinois et les Américains, et c'est Kissinger qui l'avait très très bien synthétisé en disant les Américains jouent aux échecs, c'est-à-dire qu'ils veulent mettre échec et mat et tuer définitivement leur adversaire, tandis que les Chinois jouent au jeu de Go. Dans le jeu de Go, on ne tue pas son adversaire, on l'encercle. On l'encercle un peu comme les Chinois vont le faire sans doute avec Taïwan. Et donc, il y a une logique de force tranquille qui est beaucoup plus développée en Chine. D'ailleurs, quand on parle à des responsables chinois du projet des routes de la soie, en fait, ils voient ce projet non pas à 10 ans ou 30 ans, mais à plusieurs siècles. Donc, c'est une stratégie lente et ça va permettre aux Chinois de créer en fait leur zone d'influence et de la renforcer de manière extrêmement paisible, un peu sous les radars, sans la virulence d'un Trump qui, à mon avis, les impressionne, mais qui, en même temps, est un atout pour la Chine. En tout cas, ça les impressionne parce que je me souviens que la dernière fois que j'étais allé en Chine, il y a quelques années, les livres de Trump étaient partout dans les librairies, comme étant voilà, le syncrétisme de l'homme fort, de l'homme puissant,
et dont on doit écouter les théories. Donc voilà, ça posera des questions. Ok. Votre sous-question, c'était la monnaie. Alors Mhm. là, c'est un problème qui est majeur, mais qui dépasse largement le cadre de la Chine. On vit dans un système d'étalons dollars depuis à peu près un siècle. Auparavant, c'était la livre sterling qui était la monnaie dominante. Et au fil des années, et surtout après la Seconde Guerre mondiale, on a vécu dans un système d'étalons or, ce qu'on a appelé le système de Bretton Woods, mais en réalité qui était un système d'étalons dollars, le dollar étant la devise de référence, et par rapport à laquelle l'or et toutes les autres devises avaient déterminé une parité de change. Le système s'est écroulé d'ailleurs à l'incitation des États-Unis en 71, mais en même temps, le dollar est resté la devise dominante. Pourquoi? Parce que les Américains ont une puissance d'intervention militaire qui leur permet d'intervenir partout autour de la planète. Et donc, ce qu'on appelle le collatéral, le garant du dollar, c'est en fait l'armée américaine et la capacité d'intervention militaire universelle. Aujourd'hui, le dollar représente à peu près, en termes de cotation, 60% des échanges internationaux. La dette américaine représente un peu moins du tiers du PIB mondial. Et tout ça pour un pays qui n'a une population qui n'est égale que 4%, qu'à 4% de la population mondiale. Donc il y a évidemment une différence importante. Beaucoup d'économies d'ailleurs sont dollarisées, c'est-à-dire ont une monnaie locale, mais en fait utilisent le dollar comme étant la devise référentielle. Et la vraie question, c'est de savoir comment ce système va tenir, comment la dette américaine va garder sa crédibilité dans un monde où des puissances comme la Chine émergent et veulent et s'imposent en termes de création de richesse, Ouais. mais surtout de proportion dans le PIB mondial. Et je crois qu'à un certain moment, il y aura sans doute un problème sur le dollar, ou à tout le moins une interrogation qui va se poser quant à sa pérennité. Alors, avant d'aller là-dessus, parce qu'il faut qu'on en parle, je voudrais rester un petit peu sur le dollar comme outil de puissance, parce que je pense que c'est pas forcément évident de comprendre comment ça fonctionne. Vous l'avez un petit peu évoqué, Bretton Woods, puis après le- Nixon annonce finalement que la fin des talons or, mais ça reste la monnaie, la réserve principale de change, notamment aussi parce que c'est lié au pétrole, d'une Ouais. certaine manière. Mais comment est-ce que les États-Unis, historiquement, et notamment ces dernières décennies, utilisent le fait qu'ils possèdent le dollar pour affirmer leur puissance et quelles sont les conséquences en fait sur l'ordre mondial? Pourquoi? Et après, on va parler de ce qui est en train de changer. Mais le dollar est resté la devise de référence parce que les États-Unis sont encore maintenant la première puissance en termes de contribution au PIB mondial. Et donc, comme les Américains sont importateurs nets de biens et de services, c'est pas le cas en matière de services, de biens, pardon, les autres pays ont besoin du marché américain pour pouvoir croître. Et donc, ça induit une subordination des pays, mais aussi des monnaies au dollar. Donc, un krach du dollar serait une catastrophe systémique auquel personne ne pourrait échapper. Et d'autre part, je le disais, les États-Unis ont pu imposer ce dollar parce qu'ils ont assuré la protection militaire du monde occidental. Le fait, par Mhm. exemple, que les Américains sont à la manœuvre, dans tous les sens du terme, au sein de l'OTAN, est une façon de juxtaposer le dollar à l'intervention militaire américaine. Donc voilà, la monnaie en tant que telle, ce n'est jamais qu'un attribut de confiance, hein, ce n'est jamais qu'une fraction entre deux biens, ce n'est jamais qu'une expression transitive et symbolique entre un achat et une vente, mais c'est aussi un actif de réserve, c'est aussi un actif de thésaurisation, c'est un actif référentiel, et pour toutes ces raisons, les Américains ont réussi à l'imposer. Et ça leur a permis d'ailleurs de s'enrichir au détriment du reste du monde, puisqu'ils ont forcé le reste du monde à conserver des encaisses en dollars, qui avaient comme contrepartie les exportations vers les États-Unis qui étaient supérieures aux importations venant des États-Unis. Et Mhm. la vraie question, c'est de savoir si ce dollar va rester la devise référentielle à moyen terme. Ça ne va pas changer du jour au lendemain, mais ce qu'on voit avec Trump, et ça c'est nouveau, c'est qu'il y a
un facteur d'incertitude et d'imprévisibilité qui se dissipe quant à la fiabilité de la politique monétaire américaine et, Mmh. et donc quant à la fiabilité, à la pérennité de la dette américaine. D'ailleurs, différents penseurs de Trump avaient dans des textes qui avaient été rédigé avant son élection, imaginé que les Américains puissent forcer leurs partenaires économiques à financer les États-Unis avec des dettes à très long terme, voire un siècle, pour affirmer la suprématie du dollar. Donc, quelle que soit, je pense, la façon dont on prend le problème, et de nouveau, ce ne sont pas des choses qui, au sens chimique, se précipitent en quelques heures, hein, ça prend beaucoup de temps, mais quel que soit l'angle qu'on prend, il est impossible que le dollar ne subisse pas une dépréciation Mmh. sur le moyen long terme. Oui, je renvoie les auditeurs vers mon épisode sur Ray Dalio, justement, qui explique comment, Voilà. pour un empire, détenir la monnaie de réserve est quelque chose d'absolument essentiel. Donc, c'est un véritable enjeu de savoir qui émet cette monnaie de réserve et comment la confiance est maintenue ou non. Et sur ce sujet-là, vous anticipez ce que vous appelez un Godzilla monétaire, concernant potentiellement donc, ce dollar, lié à l'explosion notamment de la dette publique et à une Ouais. possible dégradation de sa note, ce qui nous amènera aussi un peu plus loin à parler de la dette. Est-ce que vous pouvez développer cette idée de Godzilla monétaire, nous expliquer les scénarios que vous envisagez, et notamment un potentiel crack obligataire ou voire Alors, un défaut oui. sélectif, ouais. Alors, alors, je vais utiliser le mot Godzilla et non pas Armageddon parce que c'est ma fille de 25 ans qui a, qui a Qui est l'habitude de fan? traiter les gens qui n'aiment pas de Godzilla. Donc, je trouvais ça plutôt amusant comme expression. Je lui rends hommage et je lui donne le copyright de l'expression. Mais le Godzilla monétaire, c'est un moment, une situation où les Américains mettent en œuvre une rupture de confiance sur le dollar. Comme Nixon l'a fait en 71, comme Roosevelt l'a fait en 34. Donc, de manière régulière, les Américains expurgent leur dette publique, déprécient leur devise pour rétablir certains équilibres ou quasi-équilibres. Alors, ça peut prendre différentes formes, hein. Ça peut être des accords monétaires entre banques centrales, ça peut être, comme je le disais, un pouvoir d'influence qui consisterait à forcer des banques centrales, voire des États, à détenir des obligations en dollars. Mais les Américains ont d'autres moyens. Par exemple, un phénomène dont j'avais parlé depuis bien longtemps, mais ma grande surprise, pour la première fois, on en parle dans le Financial Times du week-end écoulé, c'est les fameux swaps. Donc, en fait, la Federal Reserve a des accords d'échange monétaire entre elle-même et toutes les banques centrales. Et j'illustre de manière extrêmement simple les choses. Quand vous ouvrez un compte en dollars auprès d'une banque française, belge, en fait, personne aux États-Unis n'a autorisé la création de ces dollars. Ces dollars, en fait, n'existent pas. Ce sont toujours des euros, si on est dans la zone euro, et ces euros sont simplement échangés sur une base quotidienne, de ce qu'on appelle des swaps overnight, hein, chaque jour renouvelés, qui permettent à la Banque centrale européenne, qui récolte ces euros, et lui permet de les échanger contre des dollars venant de la Federal Reserve. Donc en fait, les dollars en compte qui ne sont pas des obligations émises par le Trésor américain, qui ne sont pas des billets ou des pièces, sont des dollars qui font simplement l'objet d'un swap entre banques centrales. Un jour, on pourrait très bien imaginer que ces swaps soient utilisés pour contraindre un pays à obéir aux États-Unis. Et l'exemple qui avait été cité par le Financial Times était que, par exemple, les Américains pourraient dire qu'il n'y a plus de swap entre le Danemark et eux-mêmes, sauf si le Groenland est cédé à un certain prix aux Américains. Alors tout ça paraît lointain parce qu'évidemment on peut imaginer d'autres accords monétaires de secours entre d'autres banques centrales, mais beaucoup de papiers de recherche commencent à s'intéresser à cette question, notamment émanant de la Banque centrale européenne, ce qui veut dire que le danger n'est pas nul et qu'à un moment il pourrait y avoir ce fameux Godzilla monétaire, c'est-à-dire en fait une rupture de confiance. Comme il pourrait y avoir à un moment un tressaillement dans les marchés financiers qui considèrent que la dette américaine n'est plus fiable. Comme on pourrait très bien imaginer que les Américains, sous Trump, d'autant plus qu'il veut changer, enfin il pourra changer le président de la Federal Reserve, de la Banque centrale américaine l'année prochaine, décide que les taux d'intérêt soient bas, peut-être plus bas, largement plus bas que ce qu'il faut pour contraindre l'inflation, et que donc le dollar se dépérisse ou dépérisse tout seul par érosion de l'inflation. Ce qui est à mon avis un scénario tout à fait plausible. Et
Je crois qu'une des raisons pour lesquelles l'or a tellement augmenté ces derniers mois, ces dernières semaines, ben, c'est que l'or est une devise qui n'a pas de contrepartie, qui n'a pas de risque de crédit, et qui finalement, malgré tous les défauts dont on l'affuble, reste la matière référentielle Hmm. lorsque les valeurs symboliques, comme les monnaies, perdent de leur valeur. Alors c'est un peu technique, mais je voudrais rester là-dessus parce que c'est important. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre cette volonté de Trump de à la fois faire baisser le dollar, maintenir le dollar comme monnaie de réserve, faire baisser les taux directeurs? Euh, voilà, j'ai pas mal de trucs là-dessus où on se Oui, demande un c'est pas petit peu clair. comment tout ça peut fonctionner en fait. Oui, mais c'est pas clair du tout, hein, vous avez raison, parce que une politique tarifaire telle qu'ils veulent l'imposer tente à augmenter la valeur du dollar. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de transactions, donc le dollar devient plus rare. Euh, une situation où les swaps seraient arrêtés entre la Federal Reserve et d'autres banques centrales conduirait à raréfier le dollar et donc à augmenter sa valeur. Or, le dollar, pour être une devise universelle, doit être une devise structurellement faible, dévaluationniste, parce que c'est son abondance, donc on va dire sa moindre rareté, donc sa moindre cherté, qui permet au dollar de s'insérer dans toutes les infractuosités de l'économie mondiale. Donc il y a une contradiction profonde entre ce que Trump veut faire et ce qu'il fait. Lui, il veut un dollar faible parce qu'il veut stimuler les exportations américaines. Il veut par la même occasion raréfier les importations américaines. En fait, un dollar faible serait un substitut à des barrières tarifaires. Et donc, tout ça est peu clair. Et finalement, la vraie question, c'est de savoir si, au-delà de ce que Trump fait, au-delà des contradictions, il n'y a pas simplement un phénomène de perte de confiance dans le dollar qui est en train de s'installer. Et je crois que c'est le cas. Donc, tout ça est Mm. tout à fait peu clair. Mais la synthèse des choses, c'est que quelles que soient les mesures mises en œuvre, l'incertitude qui va entourer la politique monétaire américaine et donc les décisions de la Federal Reserve devraient normalement conduire structurellement à une dépréciation du dollar. Mais Mm. même si des mesures intermédiaires induisent une réalité inverse. Alors, ce qui est intéressant, et ça va être encore plus technique, c'est qu'en parallèle, l'administration Trump a une stratégie autour des crypto-monnaies, et notamment des stablecoins, Oui, USDC, USDT. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, vous pouvez aller regarder ça. Et puis aussi, de plus en plus, de ce qu'on va appeler les monnaies numériques de banque centrale, donc les CBDCs en anglais, qui est assez intéressante et assez méconnue. Et je crois que vous avez pas oui, mal aussi regardé ce sujet. oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est et comment ça vient s'insérer dans cet échiquier monétaire, puisque c'est un élément un peu nouveau, quoi. Puis on peut parler de Bitcoin aussi, Oui, mais oui. voilà. On va pas parler des crypto-monnaies privées comme le Bitcoin, mais justement de ces fameuses Ouais. monnaies banques centrales. Donc, les banques centrales ont observé l'émergence des cryptos avec une certaine indulgence, avec une certaine prudence aussi, parce que les monnaies qui sont définies de manière régalienne portent ce qu'on appelle cours légal, hein, ce qu'on appelle le legal tender en anglais, c'est-à-dire qu'on ne peut pas refuser dans une zone monétaire donnée le remboursement d'une dette dans la devise qui est imposée dans cette même zone. Mais les banques centrales, d'abord la Chine et puis d'autres, sont en train de développer des monnaies banques centrales. Ce seraient des monnaies donc qui seraient telles qu'un citoyen, une entreprise pourrait ouvrir un compte auprès de la banque centrale directement, en passant bien sûr par son établissement financier. Et ça ramène à l'idée que la banque centrale pourrait agir en fait comme une banque commerciale, c'est-à-dire recueillir des dépôts et octroyer des crédits, mais qui seraient bien sûr des crédits octroyés à des États. Donc c'est une sorte de nationalisation de la monnaie qui permet de rendre cette monnaie traçable, ce qui d'ailleurs pose un problème. Alors, dans les régimes comme la Chine, où la devise n'est pas convertible et où le tracé monétaire est un moyen, on va dire, de pistage des comportements individuels, ça peut se comprendre. En Europe, c'est beaucoup moins clair. D'ailleurs,
La plupart des banques s'y opposent totalement. Il y a une étude récente d'un consultant qui a dit que ça coûterait 16 milliards d'euros aux banques européennes pour aucun avantage. Les banques d'ailleurs s'y opposent parce que ça détournerait d'une part de leur bilan des flux d'épargne qui iraient directement trouver auprès de la Banque centrale. Donc je reste extrêmement sceptique quant au fait que la Banque centrale européenne va aller au bout de son projet. C'est extrêmement peu clair. Aux États-Unis, l'idée aussi de cette fameuse monnaie banque centrale, hein, c'est ce qu'on appelle donc des CBDC, vous l'avez dit, hein, Central Bank Digital Currency, a été développée par la Federal Reserve, mais Trump récemment s'y est dit opposé et est plutôt désireux de permettre l'émergence de stablecoins. Alors, qu'est-ce que c'est une stablecoin? C'est une monnaie sui generis qui reste dans une parité 1 pour 1 avec la devise du pays. Donc un stablecoin US, il y en a plusieurs, hein, notamment celle qui a été émise récemment c'est émise par la société récemment cotée en bourse de Circle. C'est un token qui vaut USDC, $1. ouais. Voilà. Et l'idée, en fait, si on poursuit le raisonnement, c'est que des entreprises privées émettent des stablecoins qu'on pourrait détenir hein, sur un compte bancaire. La contrepartie des stablecoins étant bien sûr des obligations d'État, dans le cas des États-Unis américaines. Et donc c'est un peu la même chose que ce que fait la Banque centrale européenne, ce que voudrait faire la Banque centrale européenne, mais transposé dans un cercle privé. Donc ça pourrait contribuer à monétiser une partie supplémentaire de la dette fédérale américaine, puisqu'elle serait transformée en monnaie, non pas au travers de la Banque centrale, c'est-à-dire la Federal Reserve, mais par des institutions privées. Et donc, c'est une émergence monétaire. Si ces stablecoins eux-mêmes commencent un jour, qui sait, à avoir quasiment un cours légal ou à faire l'objet d'une entrée dans un circuit bancaire, alors on a la coexistence, notamment aux États-Unis, de dollars normaux, on va dire traditionnels, et de stablecoins, mais bien sûr avec toute la question de savoir si la parité de tous ces dollars les uns par rapport aux autres restera bien de 1, ce qui est loin d'être sûr. Et ça permet aux États-Unis de continuer d'émettre de la dette indirectement, en fait, c'est ça? Absolument. Ça permet aux États-Unis surendettés de faire acheter cette dette par des entreprises privées qui émettent des tokens. Alors, on pourrait se demander, mais pourquoi acheter un token, pourquoi acheter un stablecoin, puisqu'il est dans une parité 1 pour 1 par rapport au dollar? Quel est l'intérêt d'avoir... D'abord, ce serait peut-être plus sûr qu'un dollar qu'on croit détenir en compte en Europe, mais qui ne fait jamais que l'objet d'un swap avec la Federal Reserve. Et ça, c'est pas négligeable. Donc, ça veut dire que si j'ai un stablecoin et que je sais que ce stablecoin émis par une entreprise américaine comme Circle est garanti par des dettes publiques américaines détenues en bonne et due forme dans le bilan de Circle, j'ai un dollar qui est garanti par la dette américaine, donc par l'État américain, ce qui est beaucoup plus certain qu'un dollar que j'ouvre en compte auprès d'une banque traditionnelle européenne et qui ne fait jamais l'objet d'un swap. Donc déjà, déjà, c'est un phénomène très important. Et l'autre élément important, c'est qu'on pourrait imaginer qu'à un moment, ces stablecoins deviennent un instrument de paiement sur des sites commerciaux, je pense à Amazon par exemple, et permettent d'associer des économies, des ristournes aux achats faits sur ces sites commerciaux si on utilise les stablecoins. Donc par exemple, je pourrais avoir une promotion qui me donne 3%, 4% de rebate, hein, de discount, de ristourne comme on dit en anglais, si j'achète tel bien sur Amazon avec une stablecoin. Et donc en fait, le stablecoin ne porterait en tant que tel pas intérêt. Il n'y aurait pas un intérêt rémunératoire, mais il y aurait un intérêt indirect par la baisse de prix d'un bien que je pourrais acheter grâce à un stablecoin. Et l'idée n'est pas folle. Hein. Moi, j'ai vu en Corée, il y a une dizaine d'années, une banque qui avait imaginé un système absolument stupéfiant, où en fait, un peu comme le jeu Pokémon qu'on pouvait utiliser avec son smartphone, on pouvait donc balayer avec son écran une rue, et il était montré les magasins au sein duquel, si on utilisait le compte de la banque en question, on avait une ristourne, comme on dit en Belgique, sur les biens qu'on achetait. Donc en fait, il y avait un taux d'intérêt implicite à l'utilisation de la monnaie en compte auprès de la banque en question. Donc tout ça montre qu'il y a des émergences monétaires. Et dernier point, pour ne pas être trop long, le fameux Libra, qui avait été la monnaie lancée par Facebook il y a quelques années, auquel j'avais beaucoup cru,
alors a été abandonné. Donc finalement, j'ai eu tort, mais j'ai pas tellement tort que ça, parce que finalement, les stablecoins garantis par des dollars ne sont rien d'autre que le Libra, qui aurait été garanti par des obligations ou de dépôt, non pas dans une seule monnaie comme le dollar, mais dans un panier de monnaies, à savoir les monnaies de réserve du FMI. Et donc, je suis absolument, enfin presque certain du fait que si les stablecoins commencent à avoir pignon sur rue à se développer, l'idée du Libra, qui a d'ailleurs changé de nom, qui s'appelle Diem maintenant, va peut-être être mise au goût du jour. Hmm. Plein de choses qui se passent aussi en Chine. Comment se positionne la Chine sur ce sujet-là, notamment du monnaie numérique de banque centrale? Je crois qu'elle a une approche un peu différente. Et puis plus largement sur sa politique monétaire par rapport à ce qu'elle possède en dollars, parce qu'elle possède beaucoup de dettes américaines. Et on entend même parler parfois de cette idée qu'elle voudrait demain faire du yuan, encore une fois c'est du long terme, mais un concurrent au dollar, et permettre à d'autres acteurs aussi de trader avec elle, de faire du commerce avec elle en yuan, voire du pétrole, etc. Oui, Pour qu'on ait tout le d'abord, tableau. il faut gommer une fiction. On a l'impression que les Chinois détiennent beaucoup de dettes américaines. Il n'y a que 25% de la dette publique américaine qui est détenue hors des États-Unis, et la Chine en possède que 3%. Donc, ce qui veut dire que la Chine n'est pas un porteur important. Et d'ailleurs, en ce qui concerne la dette américaine détenue en Chine, la Chine est devenue maintenant le troisième détenteur derrière le Japon et le Royaume-Uni. Donc la Chine réduit son exposition au dollar. Alors, est-ce qu'on peut imaginer que le yuan devienne une devise référentielle? Non, pas tout de suite. C'est une devise qui n'est pas librement convertible, bien qu'elle soit une des cinq devises reconnues comme devise de réserve par le FMI à côté de l'euro, du dollar, de la livre sterling et du yen. Mais on peut imaginer progressivement, de manière lente, paisible, un nouvel écosystème. Et d'ailleurs, les pays du BRICS sont en train de construire ce qu'on appelle une chambre de compensation entre leurs différentes devises, ce qui est non pas, on va dire, la marche vers une devise commune, mais sur un nouvel écosystème. Et d'ailleurs, je pense que cet écosystème a été renforcé par l'erreur colossale et impardonnable que les autorités de SWIFT ont fait de bloquer l'accès à la Russie à ce système de compensation qui était universel, ce qui en fait combiné bien sûr au blocage des avoirs russes, qui a montré que le monde occidental n'était pas fiable quant à la pérennité des chambres de compensation. Donc à mon avis, le système chinois va s'imposer lentement, mais on est bien sûr très très loin d'une devise chinoise référentielle, puisqu'elle n'intervient que 2%, qu'à concurrence de 2% dans les échanges internationaux. Ok. Et pour tout ce qui est monnaie numérique de banque centrale, c'est pas intéressant d'évoquer ce qu'ils font Bah, ils font ce qu'ils font, mais pour eux, le système est différent, hein. C'est-à-dire que l'important pour les Chinois, c'est de pister tout ce que c'est pas le même objectif. les consommateurs font. Donc, finalement, il y a une juxtaposition entre la sphère mercantile et commerciale chinoise et le tracé monétaire. Donc, on parle d'un système tout à fait différent. Question qui me vient là on avait un truc qui s'appelait l'OMC. Qui est censé réguler un petit peu toutes ces questions de guerre commerciale, de droit de douane, etc. Est-ce que c'est complètement mort ou pas? L'OMC est complètement mort en l'état, et pour plusieurs raisons. D'abord, en 95, je pense que l'OMC a remplacé ce qu'on appelait le GATT, ce qu'on appelait le General Agreement on Trade and Tariffs. Et en fait, les Américains ont dépouillé l'OMC depuis bien longtemps des instances d'appel, en ne nommant pas les juges. Donc, ce qui veut dire que l'OMC ne fonctionne plus. Voilà. Ok, entité vide, coquille vide. Coquille vide. De toute façon, on voit qu'il se passe plein de choses en termes de respect du droit et d'institutions internationales aujourd'hui. On a basculé sur autre chose, on en a déjà parlé aussi dans le podcast. Je voudrais qu'on parle de dette, puisque derrière toutes ces questions monétaires, il y a évidemment la dette. Et notamment du fait que ce soit un sujet de débat un peu constant, je voudrais avoir votre point de vue là-dessus. Est-ce qu'il faut à tout prix réduire une dette publique, comme on l'entend parfois? Est-ce qu'il y a des vrais risques derrière pour l'économie à continuer de s'endetter comme ça? Est-ce qu'il y a des nuances justement qu'il faut comprendre
Quand on parle de type d'endettement, voilà, quel est votre point de vue sur cette question et quels sont les risques, opportunités aussi de l'endettement public, notamment pour les économies contemporaines? Oui, alors une dette publique, de manière générale, ne se rembourse pas, elle se refinance. Et les dettes publiques sont en augmentation stratosphérique depuis bien longtemps pour différentes raisons, hein. Stimulation économique, Covid, dépassement d'une récession, financement de l'État social en Europe. Et donc la dette publique idéale serait une dette publique qui ne finance que des dépenses d'investissement productif, mais progressivement et partout, la dette publique finance des dépenses courantes de l'État. Donc en fait, l'économie est bien plus nationalisée qu'on pouvait l'imaginer. Je pense que si Karl Marx revenait aujourd'hui parmi nous, il est décédé en 1883, mais s'il réapparaissait un peu comme dans Hibernatus de son bloc de glace, il se dirait « j'ai réussi au-delà de toute espérance hein, puisque l'économie, en fait, elle est perclue de dette publique. Alors, la dette publique en tant que telle, et c'est un peu choquant pour des personnes qui doivent rembourser leur dette privée, c'est pas si grave que ça. Et si la dette publique est gigantesque partout, en fait, ça sert à rien d'être une île de vertu dans un océan de vices. C'est pas grave. Tout le monde tous les États sont endettés et s'endetter au même au même rythme que les autres, en fait, dilue sa propre turpitude dans celle des autres. Donc c'est pas grave. Et d'ailleurs, on ne voit pas d'augmentation des taux d'intérêt qui est liée à une dette publique trop importante, sauf peut-être pour le dollar. Et le problème qui pourrait se passer, c'est qu'à un moment, une des dettes publiques devienne suspecte, inquiétante pour des investisseurs. On l'a vu dans la zone euro, hein, quand la zone euro a subi son choc implosif en 2011. 4 dettes publiques essentiellement, hein, Grèce, Italie, Espagne et Portugal, avaient été visées comme étant peu fiables parce que la monnaie en fait était trop forte pour des pays qui auraient eu besoin normalement d'une monnaie plus faible. La France pourrait tomber d'ailleurs dans un problème similaire, puisque manifestement la dette publique française n'est plus sous contrôle, et donc à un moment, au sein de la zone euro, il pourrait y avoir une défiance, donc une augmentation des taux d'intérêt. Mais à un niveau mondial, le risque serait évidemment, mais ce serait un risque systémique, hein. Donc c'est des dérives auxquels on ne peut pas échapper. C'est comme une bombe atomique qui touche, des bombes atomiques qui toucheraient le monde entier. Il n'y a pas d'échappatoire, à part une caverne, et encore elles sont rares. Là, ce serait bien sûr très grave. Parce que si la dette publique américaine est considérée comme non fiable, si une prime de risque s'installe dans les marchés, ça va conduire à certaines devises de réserve, comme le yen et le franc suisse, mais ça va insérer, je pense, ça va distiller un risque dans l'entièreté du système de l'endettement public par des augmentations de taux d'intérêt, de ce qu'on appelle les spreads de crédit. Et là, bien sûr, ça change les choses parce que ça veut dire que les banques centrales devraient intervenir massivement pour refinancer ces fameuses dettes publiques, ce qui conduirait immanquablement non seulement à une perte de confiance renforcée, mais aussi une vague d'inflation. Alors, pour bien comprendre, pourquoi si une dette publique n'est pas un problème, parce qu'on se dit que de toute façon ça repose essentiellement sur la confiance et la capacité à rembourser la dette plus tard en sachant qu'on émet notre propre monnaie, donc on peut se dire c'est juste un choix de rembourser ça. Pourquoi est-ce que c'est un problème? Parce qu'il y a des risques inflationnistes si elle n'est pas maîtrisée, parce que Oui, il peut y avoir des écarts au sein d'un bloc monétaire justement comme en Europe. Voilà. voilà. C'est ça en fait, le problème c'est que si tout le monde s'endette au même rythme, c'est pas très grave. Finalement, la dette publique devient un substitut à l'endettement privé. C'est pas grave. Le danger, c'est d'avoir en fait une désynchronisation de l'endettement. Donc d'avoir à un moment un pays, comme vous l'avez dit, au sein d'une zone monétaire, qui décroche en termes d'endettement public. Et par exemple, une des très très bonnes nouvelles de la zone euro, c'est que l'Allemagne a décidé d'utiliser son endettement public pour stimuler son économie industrielle, donc ce qui la rend un peu moins vertueuse, mais un peu plus comparable aux autres pays. Donc le danger n'est pas la dette en tant que telle, mais la désynchronisation de l'augmentation ou de la stabilisation de l'endettement public. C'est ça qui est un problème. Donc, si à un moment la dette américaine augmentait dans des proportions, on va dire, eschatologiques, alors là, ce serait un problème parce qu'il y aurait une perte de confiance. Donc c'est plutôt ça qui pose problème. Alors ceux qui ne sont pas du tout d'accord avec vous et qui disent que à terme on va le payer parce que finalement on s'endette sans investir, on s'endette juste pour faire tourner le système. Quels sont leurs arguments et voilà et pourquoi vous n'êtes pas d'accord?
Bah, ils ont raison, hein. Ils ont raison de dire que s'endetter, ce sont des intérêts qui augmentent en termes relatifs et absolus, et c'est donc une charge sur non seulement les contribuables, mais aussi les générations futures. Et donc l'endettement public, c'est une anticipation de bien-être qui se fait au détriment de ceux qui vont nous suivre. C'est vrai. Mais en même temps, l'endettement public, d'abord, n'a pas que comme seul but, on va dire, l'oisiveté, hein. Il y a de l'endettement public pour des dépenses courantes dans les systèmes médicaux, les infrastructures, mais les systèmes éducationnels, etc. Et donc, ça crée aussi des biens collectifs. Et puis, d'autre part, si vraiment il y avait un problème sur les dettes publiques, mais vraiment un problème majeur, alors là, il y aurait des actions coercitives qui seraient mises en place par les États. C'est-à-dire qu'il y aurait la transformation des dettes en dettes à long terme à un taux d'intérêt modifié, comme la Grèce l'a fait d'ailleurs, hein, il y a plus d'une dizaine d'années. Donc, si à un moment, alors, enfin, vu différemment, un État ne va jamais suffoquer sous sa dette. Dans la pire hypothèse, si un État est en train de mourir sous son endettement, mais il ne rembourse pas ses défauts. Voilà. Avec toutes les conséquences d'appauvrissement que ça entraîne. Mais je crois qu'il ne faut pas avoir peur de la dette en tant que telle, puisque le rythme d'augmentation des dettes est plus ou moins cohérent de pays en pays, sauf peut-être aux États-Unis. C'est là que c'est subtil, parce qu'effectivement, ça peut amener à avoir un discours qui consiste à dire qu'on a de l'argent magique, c'est-à-dire puisque la dette n'est pas un problème, alors il n'y a pas de problème de ressources, et que donc on peut à peu près tout financer. Donc c'est aussi ça que je voudrais confirmer de ces subtilités. On peut peut-être prendre l'exemple dont je vous ai entendu parler, qui est lié au défi de la transition écologique, ou au fait qu'on va certainement devoir faire des investissements militaires urgents sur l'environnement en général. Et vous parlez, vous, de la nécessité d'une création monétaire massive. Oui. Donc vous êtes dans ce cas-là. Comment on concilie ça avec le risque d'inflation et puis la préservation de la stabilité monétaire pour comprendre cette subtilité un peu mieux? Non, mais vous avez raison de poser la question, elle est très pertinente. D'abord, il n'y a pas d'argent magique, hein. Enfin, l'argent n'est qu'un symbole, mais quand son abondance devient excessive, il est clair qu'il faut plus de signes monétaires pour acheter un bien, et que donc c'est de nature inflationniste. Donc imaginez que nous nous réveillons tous demain matin avec 1 million d'euros dans nos poches, ben, les premiers réveillés vont acheter une voiture, mais à la fin de la journée, quand les vendeurs d'automobiles se sont rendus compte qu'eux-mêmes, comme les autres, ont 1 million d'euros en plus dans leur poche, toutes les voitures coûteront 1 million de plus, hein. Donc, il y a une augmentation des prix. Maintenant, un endettement public qui finance des remédiations écologiques ou des investissements productifs, et je ne suis pas sûr qu'on puisse mettre la défense dans les investissements productifs, j'avoue, étant officier de réserve, mais pacifiste en même temps, je suis un peu coincé dans mon raisonnement. Ce n'est pas grave. Prenez l'écologie. Nous avons un risque qui est existentiel. Eh bien, si un refinancement massif par la création monétaire des investissements dans l'écologie doit être fait, le seul prix à payer sera sans doute de l'inflation, mais au profit d'une survie de l'humanité. Donc finalement, le symbole monétaire fera que nous aurons un pouvoir d'achat qui sera écorné, mais en même temps, l'avenir sera assuré. Je pense qu'entre les deux, il n'y a pas beaucoup de difficultés à choisir l'avenir de l'humanité. Sur cette question-là, j'ai reçu un invité qui s'appelle Nate Hagens, qui est notamment spécialiste des énergies, qui lui décrit la dette comme un droit sur les énergies futures, en fait, un claim sur les futures, les ressources futures et l'énergie future, puisque en fait, la dette nous permet d'aller chercher maintenant des ressources matérielles qui normalement nous coûteraient trop cher et qui donc auraient dû être dépensées dans le temps. In fine, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de mur matériel derrière la monnaie? C'est-à-dire cette idée que on se rendra peut-être compte à un moment donné qu'on ne pourra jamais rembourser cette dette parce qu'on n'aura pas suffisamment de ressources pour produire la croissance future. C'est-à-dire que derrière la confiance envers la dette, il y a cette idée de croissance éternelle finalement. Comment est-ce que vous non, mais parlez de ce paradoxe? C'est une question qui relève quasiment de la métaphysique, hein. Donc là, il faut voir la dette et la monnaie. Non, mais vous avez raison. On rentre dans une autre dimension de compréhension de la monnaie. Finalement, la monnaie n'est qu'un artefact, n'est jamais qu'un
qu'une expression symbolique, selon l'explication d'Adam Smith, qui permet un substitut au troc, encore que maintenant cette théorie est un peu mise en doute, et et la dette publique n'est jamais que relève de la même fiction. D'ailleurs, Karl Marx qualifiait la dette publique de capital fictif. Et la dette publique et la monnaie sont l'avers et le revers de la même monnaie. Donc si j'ai une unité de dette publique française par exemple, ou belge, et une unité monétaire d'euros, c'est la même chose. Voilà. Donc on ne peut pas imaginer une dette publique forte avec une monnaie qui décroche de la dette et inversement. Alors, là, il est possible qu'à un moment, pour répondre à votre question, la dette publique ne puisse pas être remboursée ou atténuée par la croissance finie que le monde va nous imposer. Eh bien, la réponse est très simple. La dette publique perdra de sa valeur, comme la monnaie. C'est-à-dire que comme la dette publique n'est que de nature symbolique, c'est l'économie réelle, tangible, matérielle, substantielle, qui va s'imposer au détriment de la monnaie. Et donc l'erreur, c'est de croire que la monnaie a la moindre pérennité dans le temps. Oui, elle a bien sûr une certaine profondeur dans le futur, mais à un moment, elle s'adapte aux conditions de l'économie réelle, de l'économie humaine et structurée. Donc, jamais la monnaie ne va rester un référent stable et solide, pérenne, de confiance, dans un monde qui s'écroule sous des chocs militaires, alimentaires, environnementaux, que sais-je. Jamais. Donc, c'est là qu'il faut voir la monnaie. À comprendre, ouais. Non, mais c'est là qu'il faut voir la monnaie comme étant un bien qui est un bien fugace, un bien transitif. C'est une expression. Vous savez, la monnaie n'existe pas à l'état naturel. Il n'y a pas de monnaie naturelle. Il y a eu à un moment des choix de prendre des bœufs, des coquillages, des barres de cuivre, de l'or, de l'argent, des esclaves, comme étant des représentations de monnaie, mais ça n'existe pas à l'état naturel. Et d'autre part, le taux d'intérêt non plus. Le taux d'intérêt, qu'est-ce que c'est? C'est le prix du temps associé à la détention ou à la renonciation à la disposition d'un capital pendant une certaine durée. Mais cette rémunération du temps est aussi une fiction humaine qui a d'ailleurs été popularisée par les communautés juives et ensuite protestantes au XVIe siècle, raison d'ailleurs pour laquelle l'Église catholique s'était tellement pendant longtemps opposée au taux d'intérêt en disant que le temps n'était jamais qu'un vol du temps donné gratuitement par Dieu aux humains, puisqu'on ne pouvait pas s'enrichir du passage du temps. Donc, ce ne sont que des fictions, vous voyez. Et c'est pour ça que, notamment, vous dites que l'inflation n'est pas toujours le problème majeur qu'on dépeint et que ça serait aussi une inflation modérée pour être un prix à payer pour faire cette fameuse transition écologique. Oui. Ça, c'est pareil, on entend souvent des discours sur le fait que il faut absolument, la priorité, c'est lutter contre l'inflation. Et il y a des règles au sein de l'Europe pour ça. Voilà, comment vous pouvez nous parler d'inflation dans ce contexte? Il ne faut pas que l'inflation soit un phénomène d'une telle indécision qu'elle empêche la prévisibilité des actes de commerce. Bon, ça c'est à moyen terme, on va dire. Mais à long terme, la déperdition du pouvoir d'achat de la monnaie au détriment d'une remédiation environnementale est quelque chose qui, à mon avis, doit être conçu, absolument. De nouveau, imaginez que on soit à 10 ans de catastrophe environnementale d'une telle envergure que le monde soit au bord de sa perte. Que vaut ce jour-là l'argent? La monnaie? Rien du tout, puisque c'est la fin. Donc, il faut, je pense, prioriser. Il faut adopter. Non, mais c'est vraiment une question importante. Je pense qu'il faut adopter une vision presque abstraite de la monnaie, en tout cas quand on la considère dans le long terme. Et vous savez, je me souviens avoir été au musée numismatique de Berlin il y a quelques années, où j'avais cru lire ou lu que 60 000 monnaies nous avaient précédés. Ce qui veut bien dire que voilà, la monnaie n'a jamais qu'une expression fugace voilà, de valorisation des échanges. La monnaie n'est qu'une fraction entre des biens et des services.
Sur la période qui s'ouvre devant nous, là, on va refaire un pas de côté, on va parler d'économie un peu plus macro. Quels sont, selon vous, là, les principaux points de vigilance ou les lignes de faille, pour le dire autrement, que vous surveillez particulièrement, sur lesquelles peut-être vous êtes capable de faire quelques projections, que ce soit sur la période Trump, on va dire, ou sur les 10 prochaines années, en fait, quels sont... Vous devez avoir votre grille de lecture entre la monnaie, les politiques financières, les politiques fiscales, l'endettement de tel et tel pays pour dresser un petit peu le tableau de ce que vous voyez venir. Mais ce que je vois venir quand je mets de côté le phénomène environnemental et aussi le phénomène démographique, donc qui sont quand même deux variables essentielles. Donc à supposer qu'on vive dans un monde où notre avenir n'est pas mis en cause par les dégâts faits à la nature et que la démographie, et je sais que c'est une erreur, est une donnée qu'on peut écarter, le danger que je vois, c'est le bouleversement monétaire. Pour moi, le niveau de déséquilibre du monde est tel que la stabilité du rapport d'échange, de ce qu'on appelle les termes de l'échange au niveau monétaire, ne peut pas être assurée. Et toute une série de signaux faibles entretiennent mon intuition. C'est ça que je vois. Donc c'est en fait finalement un monde où les rapports de force entre pays vont être profondément bouleversés, et ce qui va entraîner des modifications en termes de cycle économique, de cycle monétaire, d'appauvrissement ou d'enrichissement de certains. Donc c'est finalement ce qui me... Pour ramener les choses à une expression peut-être encore plus simple, j'en arrive toujours à cette idée que ce qui est symbolique ne vaut rien, n'a aucune pérennité. Et la monnaie relève bien d'un symbole. Voilà. Et donc l'ajustement se fera à ce niveau-là. Ça, c'est ce qui m'interpelle. Mais bon, c'est une considération, finalement, je le disais, très maigre par rapport à d'autres phénomènes bien plus importants. Vous parlez de signaux faibles, par exemple. Le signal faible, c'est par exemple Trump. C'est un Trump qui est à la fois le début et l'aboutissement de quelque chose. C'est un pays qui va voilà, se dissocier de ses rapports, on va dire, de coopération avec toute une série d'autres pays. On va voir l'émergence de la Chine, lente mais inéluctable. On va voir peut-être des foyers de guerre multiples et variés, hein, qui vont émerger. Par exemple, j'ai toujours eu tendance à croire que la, la, un système économique qui est basé sur une mondialisation globalisée et sur une homogénéisation des comportements d'achat et sur l'anticipation permanente du futur par la consommation présente, conduit à un moment à des replis de différentes natures, conduit à des phénomènes d'appauvrissement ou d'enrichissement tellement énormes que ça crée des frictions, et que donc on va vivre dans un monde beaucoup plus instable au niveau global que ce qu'on a pu connaître depuis maintenant 40 ans. Vous avez parlé de démographie aussi comme étant un des enjeux majeurs. En quoi justement cette tendance démographique actuelle, donc notamment le fait que partout on fasse beaucoup moins d'enfants, particulièrement en Europe, va impacter ce dont on a parlé? Ben, ça va nous impacter beaucoup, hein. Donc on est 8 milliards d'individus, un peu plus maintenant. On estime, selon les études démographiques que j'ai consultées, qu'on atteindra plus ou moins 10 milliards d'individus en 2080, mais peut-être un peu plus tôt, et que la population après va se tasser, la démographie est une des sciences, des sous-sciences de l'économie la plus prévisible. Il faut combiner cette chute démographique avec l'intelligence artificielle qui va compléter, suppléer l'humain dans différents domaines. Ce qui veut dire que la productivité qui était de nature, on va dire, humaine, organique, va peut-être maintenant devenir mécanique et machiniste. On doit combiner ça avec le fait qu'il y a des démographies très différentes selon les pays, avec l'Afrique qui va doubler de taille dans les 30 ans, et d'autres pays et d'autres régions qui vont chuter, comme l'Europe, mais aussi la Chine et l'Inde. Et donc, ça veut dire qu'il y aura des courants migratoires importants qui vont eux-mêmes se combiner à des chocs écologiques qui sont tout à fait prévisibles.
Donc, il y aura des migrations de population, comme l'humanité en a d'ailleurs toujours connu, qui seront contenues, qui seront combattues dans certaines régions, qui devront être acceptées dans d'autres. Et dans nos économies, en tout cas européennes, qui sont vieillissantes, puisque j'entendais encore ce matin que les Français ne feront plus que 1,12 enfants par couple, ce qui est quand même peu et surtout bizarre pour le 0,12e, hein, on se demande d'où il vient. Bon, c'est un mauvais jeu de mots, mais ça veut dire que l'ouverture à l'immigration doit être quelque chose qu'on doit regarder en face, et je pense avec bienveillance, parce que nos populations deviennent vieilles, sclérosées, et une chute démographique va souvent de pair avec un manque d'inventivité, un manque de diversité culturelle et raciale. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses, je pense, qu'il faut Mm. modifier dans les paradigmes qui ont pu animer la pensée d'après-guerre. La situation économique de l'Europe et le fait que des pays aussi soient pas mal endettés ou qu'il y ait une manque de dynamisme, la montée de la Chine, pareil, quelle est votre grille d'analyse sur l'Europe et ce que vous préconisez en termes de politique économique? Mais l'Europe est dans une situation très compliquée parce qu'elle est d'abord en rupture avec les États-Unis dans différents domaines. Euh, Son modèle est contesté de l'intérieur, est corrodé de l'intérieur. Et nous sommes militairement menacés par la Russie et nous serons bientôt, et déjà maintenant, commercialement envahis par la Chine. Donc on a en fait 3 points d'ancrage qui ont disparu. Les États-Unis qui s'en écartent, la Russie qui s'y oppose et la Chine qui devient un concurrent important, avec en plus ce 4e point d'ancrage qui est la corrosion intérieure, à savoir que le modèle européen ne peut plus postuler son universalité, mais encore moins sa cohésion intérieure. Et donc, ça veut dire qu'il faudra repenser l'Europe. En fait, l'Europe ne, ne peut plus fonctionner avec les organes représentatifs tels qu'elle les possède maintenant. C'est le fameux discours de J.D. Vance, hein, le vice-président américain, à Munich, je pense, en février 2025, qui avait dit finalement l'Europe s'est détachée de ses valeurs fondamentales, parce que lui voyait bien sûr un système de technocratie qui s'était opposé à la démocratie directe. Alors, quelles que soient ses motivations, ça a été dit. Et donc, l'Europe devra modifier sa façon de réagir. Et je pense que, par exemple, ce maintien de la règle de l'unanimité dans certains domaines devra absolument être abandonné parce que c'est impossible à maintenir dans une Europe qui est de plus en plus multiforme et au sein de laquelle on voit réémerger les 3 courants, on va dire, latins, germains, voire orthodoxes, qui sont les quasi-fractures qu'on avait pu voir après le règne de Charlemagne lors du traité de Verdun au IXe siècle. Hein. Je fais une transposition facile, mais enfin, je pense qu'elle est quand même valable. Donc on a un problème de structuration européenne et on devrait, je pense, avoir à un moment une Europe à plusieurs vitesses. Alors singulièrement, c'est l'euro qui nous tient encore. Si l'euro n'avait pas été Mhm. créé il y a maintenant un quart de siècle, on en serait sans doute très loin dans la destruction de l'Union européenne. Donc tant est que si l'euro a pu être et est toujours une monnaie sous-optimale, c'est quand même devenu un facteur de stabilité qu'on n'aurait pas pu imaginer. Mhm. Quelles sont les différentes natures de chocs auxquels on peut s'attendre du côté économique, en fait? Est-ce que on a cette nature cyclique finalement des crises financières qui, qui peut revenir en fait d'ici la fin de la décennie avec le centenaire de la crise de 29, hein, qui pourrait être célébré Oui. d'une certaine manière, ou est-ce qu'il y a d'autres maintenant on est sur d'autres natures de chocs sur lesquels on devrait être vigilant, voilà. Mais, qu'il va y avoir un choc financier, c'est évident. Enfin, je sais que je suis d'une nature pessimiste et quelqu'un m'a dit que j'avais prévu 9 des 5 précédents crashs, donc je suis sans doute, comme tous les économistes, toujours un peu accablé. Mais non, non, il y aura un choc qui va essentiellement, à mon avis, venir des dettes publiques et du dollar. Donc ça, c'est un choc auquel on ne pourra pas échapper. Mais C'est-à-dire l'autre augmentation élément, des taux, concrètement bon, ça veut ça dire veut quoi? dire une chute boursière, ça veut dire une perte de confiance, ça veut dire qu'une prime de risque va s'installer dans les marchés. Et quand la prime de risque s'installe dans les marchés, la valorisation boursière baisse. Voilà. Donc Ok. l'avenir devient plus risqué, donc l'avenir vaut moins, donc les cours de bourse baissent, c'est tout.
quel que soit le degré de mutation, quel que soit le degré on va dire, quelle que soit la cinétique du problème. Vous savez, la bourse, toute bourse de toute valeur, c'est un négoce du futur. Mhm. Et donc, quand on sent que le futur devient plus risqué, plus incertain, va, entre guillemets, rapporter moins, ben, ça se traduit dans des valorisations contemporaines moindres, puisque le négoce du futur conduit à un appauvrissement. Mais il y a d'autres problèmes qui, à mon avis, sont bien plus importants. En Europe, c'est le problème social. En fait, on voit que la société se stratifie de plus en plus, que les écarts de richesse sont tels que bon pays, mauvais pays, hein, j'écarte le Luxembourg et des pays, on va dire, plus vivaces, il y a 20 à 30% de la population qui est ou dans la pauvreté ou dans la précarité, et que donc la notion même d'états sociaux, tels qu'ils ont pu être définis après la Seconde Guerre mondiale, c'est une notion qui maintenant est en train d'être fissurée. Et si on combine ces éléments, d'avoir un choc financier qui va bien sûr conduire à moins d'investissements, moins d'emplois, un peu comme on l'a vu pendant le Covid, hein, et une paupérisation de la société avec l'incapacité pour les États de suppléer à cet appauvrissement, comme l'État l'a pu le faire pendant le Covid, là on a une très mauvaise chimie sociétale, financière, monétaire et sociale. Je suis obligé de poser la question. Je vois derrière vous une affiche Mitterrand président. Pour ceux qui, en tout cas ceux qui ne le voient pas, là, il y a une affiche collector pour la campagne de 1981. Qu'est-ce que vous évoque les années 80 et ce tournant en fait qui a eu lieu et voilà à quoi vous voulez faire référence en affichant ça? Est-ce que c'est une époque bénie, une politique particulière qui vous a inspiré? Voilà. Oui, ça m'a inspiré parce que d'abord j'allais avoir 20 ans. Donc Mitterrand a été élu, comme on le sait, le 10 mai 81. Moi, j'allais avoir 20 ans le 24 juillet 81. Et donc, ça me rappelle la candeur et l'indolence de mes 20 ans. Mais je me suis intéressé très très tôt à la politique française parce que pour des raisons obscures, ma mère était abonnée à l'Express. Donc j'ai lu l'Express depuis l'âge de 9 ans, 8-9 ans. Je savais à peine lire que j'ai lu l'Express. Et donc, j'ai toujours été fasciné par la politique française. J'ai d'ailleurs eu une proximité avec une femme politique française connue pendant quelques années. Et la période Mitterrand m'a fort inspiré parce qu'il y avait ce slogan « Changer la vie », qui était pour moi d'un jeunisme extraordinaire, même si en 83, il y a eu ce qu'on appelle le tournant de la rigueur. Il y a eu quand même il y a eu un petit bout de mai 68 pour ma génération, c'est-à-dire les années 80 et suivantes. Et je crois que c'était une époque qui était caractérisée par deux éléments d'ailleurs très, très, très opposés. Finalement, il y a eu Reagan qui, en 81, a prêté serment le 20 janvier avec cette entrée dans le néolibéralisme dont on n'avait pas pris la mesure. Et puis d'autre part, cette exception française qui s'est développée avec cette envie de recréer des solidarités. Et moi, j'ai bien aimé le monde des solidarités. Je pense que la solidarité, c'est la base, c'est le socle d'une société, c'est l'alignement du travail et du capital, c'est tout ce que les personnes qui ont recréé les États sociaux après la guerre ont voulu faire, hein, se rendant compte qu'il fallait changer le modèle. C'est l'influence du CNR français, de Beveridge en Angleterre, c'est l'influence keynésienne, c'est la prise de conscience. Une certaine idée du progrès. Pardon? Une certaine idée du progrès. Du progrès, oui, bien sûr. Oui, du progrès partagé, avec un alignement des facteurs de production qui était en fait totalement opposé à ce que les années 20 et même 30 avaient développé, c'est-à-dire des luttes politiques d'une intensité invraisemblable et des écarts de richesse intolérables. Et moi, j'aimais bien cette période et je crains que malheureusement, on retombe dans un monde extrêmement, comme je disais, segmenté, avec ceux qui ont moins, des écarts de richesse qui sont intolérables.
Je dis, en disant intolérable, ça m'est égal de savoir que des gens soient très riches. Par contre, ça m'inquiète que des gens soient pauvres. Et que donc la subsistance, la qualité du futur soit mise en péril pour les futures générations. Donc, ce qui m'inquiète, c'est ça. Donc, c'est pour ça que j'ai cette affiche de Mitterrand. J'ai aussi d'ailleurs une affiche originale de mai 68 qui entoure mon bureau. Mais j'ai aussi une photo originale de Charles de Gaulle. Et je vous le disais avant l'interview, j'ai l'affiche de l'appel de Charles de Gaulle de août 1940 placardée à Londres. Voilà, donc j'ai quelques collecteurs. Et donc la politique française a, à mon avis, plus m'inspirer que la politique belge depuis bien longtemps. On arrive à la fin. Deux questions classiques. La première, c'est qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil, peut-être un peu pratique, à celles et ceux qui nous écoutent, parce qu'à chaque fois on parle de sujets un peu macro, un peu larges, qui nous dépassent beaucoup essentiellement. Ouais. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça en fait en tant qu'individu? Eh bien, moi, je crois qu'il faut garder de solides valeurs morales. C'est très important. Je le dis à tous mes étudiants d'ailleurs. Il faut développer une forte culture générale par l'érudition. Il faut entretenir la culture du débat contradictoire. Il faut écouter, lire et apprendre. Il ne faut pas s'enfermer dans des convictions. Et il faut, je crois, par son humanisme, faire émaner de soi une sagesse dans l'action et dans la réflexion. C'est un peu une règle du stoïcisme, mais je pense qu'elle a ses vertus. Et on vit dans un monde où plus qu'avant, le ressenti immédiat de toute chose se substitue à la somme des savoirs. Et donc, on devient des êtres de passion éphémères, de passion fugaces, parfois de passion tristes, comme si l'étourdissement était un aboutissement de vie. Et je crois qu'il faut, à titre individuel, se détacher de ça. Et continuer à rester des êtres plongés dans l'apprentissage. L'apprentissage, ce n'est pas que l'école, ce n'est pas que les études supérieures, ce n'est pas que le travail, c'est la culture générale, comme je le disais. C'est très important. C'est écouter des podcasts. Et alors voilà, nous sommes dans un monde, vous parlez de podcast, vous avez tellement raison de le dire, puisque je suis très, très honoré d'être associé au vôtre, qui est d'ailleurs de plus en plus connu. C'est que le podcast est une source souvent gratuite d'informations et qu'on peut... voilà, il faut rêver, il faut écouter de la musique, bien sûr, mais je pense que quand on y réfléchit, si on écoute 1 heure à 1h30 de podcast par jour, on en arrive à 400 heures, 500 heures de podcast par an, c'est-à-dire quasiment un tiers du temps qu'on passe à travailler. Donc c'est gigantesque. Donc on n'a plus le droit d'être mal ou peu informé à l'époque de ces diffusions d'informations. C'est tout le paradoxe de l'époque. Effectivement, on vit une époque bénie pour les esprits curieux, puisque tout est disponible comme jamais, et en même temps, on peut choisir de s'enfermer dans du rien, dans du vide. Dernière question. Je crois que je ne vous avais pas demandé de la préparer, on va voir ce qui vient. 2 livres à lire absolument dans sa vie. Oh ben ça c'est facile. D'abord Le voyage au bout de la nuit, de Céline. Je l'ai découvert quand j'avais une 40aine d'années. Alors je vais distinguer le Céline, on va dire le salaud antisémite et collaborateur, de l'écrivain. Mais Le voyage au bout de la nuit est quelque chose qui est un ouvrage majeur. Je dirais même 3. Il y a Stefan Zweig, Le monde d'avant, Mémoire d'un Européen. Le monde d'hier, pardon. Et alors, il y a un ouvrage dont j'ai d'ailleurs un des exemplaires numérotés, parce que c'est l'ouvrage, mais ça relève plutôt de l'apprentissage romanesque, qui a modifié ma vie, ma plume, ma façon de penser. C'est François Mauriac. Avec ce fameux livre qui s'appelle Thérèse d'Équerroux, que certains d'entre vous ont peut-être lu, qui date de 1927, et qui a été pour moi la révélation de l'écriture. Et je pense que moi qui écris beaucoup de bouquins quand même, ma plume a été modelée par François Mauriac. Et alors peut-être le dernier ouvrage qui est un livre qui est un traité moral, finalement, c'est Le fil de l'épée de Charles de Gaulle, qui a été publié en 1932,
Et d'ailleurs, pendant le Covid, quand je dirigeais une banque ici en Belgique, j'avais donné un exemplaire du fil de l'épée à tous mes collaborateurs, certains l'ont lu, d'autres pas, parce que je trouvais que c'était un ouvrage extrêmement important sur la notion de caractère, que De Gaulle qualifiait comme étant la vertu des temps difficiles. Voilà, vous m'avez demandé 2 livres, j'en ai donné 4. Parfait. On peut être exhaustif. Voilà. Merci pour votre temps, merci pour cette Merci beaucoup. grille d'analyse très Merci beaucoup, c'est un ouverte. grand plaisir en tout cas. Merci. Merci Bruno. Merci. À bientôt. Merci, au revoir.